2013. L'info vous est présentée par Florent Clavel. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'info qui vous propose au sommaire tout d'abord les cheminots et d'autres services publics en grève en Sarthe. Un mouvement peu suivi, ils protestent contre leurs conditions de travail et l'ouverture à la concurrence. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dans l'Ouest sartois avec la ministre en charge des personnes âgées. Une visite perturbée par les agriculteurs. Une entreprise mancelle sauvée par un arbitre international de football, son portrait dans ce journal. Et puis nous irons au foulée bleu du Bugatti, une course pour soutenir les malades atteints du cancer. Mon invité Cédric Le Breton, chargé de communication à l'Arche de la Nature. On découvrira avec lui les premières images de la Maison de la Forêt qui sera inaugurée samedi. Je vous le disais en titre, donc les cheminots et les agents des services publics manifestaient ce matin devant la gare du Mans. 200 personnes présentes à l'appel de la CGT. En cause, la dégradation de leurs conditions de travail et du service rendu à la population. Ils dénoncent également l'ouverture à la concurrence. Laure Girard. La CGT cheminot, leader du mouvement d'aujourd'hui, revendique une meilleure organisation du travail, mise à mal, selon le syndicat, depuis plusieurs années par une succession de mesures. D'autres sont envisagées dans les prochains mois, avec un début de réflexion des pouvoirs publics sur l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la concurrence réglerait le problème. On n'en est pas convaincu, loin de là. Il suffit de prendre la téléphonie, l'eau, l'ensemble des services publics qui sont aujourd'hui dégradés. D'autres services publics, comme la Poste, Aurélien et Facteur à Saint-James-sur-Sarthe, en 7 ans d'exercice, il a vu ses conditions de travail se dégrader. On nous laisse moins en moins de temps pour aller voir les gens, pour rencontrer les gens, il n'y a plus de services publics, donc du coup on ne fait plus le même boulot, c'est pourquoi on a été embauché. Donc, on fait de la boîte à lettres, il faut faire de la boîte à lettres, du rendement. Même constat du côté de ses employés ERDF, GDF. Au-delà de leurs propres conditions de travail, ils réfutent l'idée de régionaliser les équipements publics, idée également à l'étude. On va avoir des régions qui ont des gros moyens de production qui sont en place, qui eux vont pouvoir répondre aux besoins énergétiques des populations et auquel cas ces populations-là paieront un tarif bien moindre que dans des régions où des moyens de production sont à construire. Pour l'instant, les craintes de la CGT sont attisées par des rapports non traduits en projet de réforme à ce jour. Une délégation était reçue ce matin en préfecture de la Sarthe. Stéphane Le Foll était aujourd'hui en visite dans l'Ouest sartois avec Michel Delaunay, ministre délégué en charge des personnes âgées et de l'autonomie. Oui Pascal, une visite perturbée par une délégation de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. La trentaine de manifestants s'est entretenue avec le ministre de l'Agriculture. Ils réclament de nouvelles aides pour faire face à la crise. Je vous propose d'écouter leur échange plutôt musclé avec Stéphane Le Foll. Et sur la réforme de la PAC, monsieur le ministre, les éleveurs, on va tout perdre. Ouais. Il n'y a pas de dossier d'installation depuis 1 an. Moi, je fais pour l'élevage, donc je n'ai pas à entendre des choses qui, sur cette question, je suis parfaitement conscient de la situation de l'élevage, et c'est moi, et là-dessus, je l'ai dit depuis le départ, je ferai tout pour ramener sur l'élevage une partie des aides, parce qu'il faut le faire, et puis pour aider l'élevage autant qu'il est nécessaire de le faire. C'est les prix, il faut continuer, et sur le lait en particulier, et il n'y a rien de définitif, donc il faut qu'on change les choses. Et bien sûr, mais les jeunes, je les comprends. Voilà. C'est d'autant à bientôt. À bientôt, merci. Mais cet accueil mouvementé n'a cependant pas complètement occulté l'objet de la visite de Stéphane Le Foll et de Michel Delaunay. C'était donc la prise en charge des personnes âgées. La ministre déléguée en charge des personnes âgées a annoncé une loi en préparation sur l'autonomie. De leur côté, les professionnels du secteur l'ont alerté sur le manque de moyens. Lucille Cantet. À Saint-Jean-des-Bois, Michel Delaunay visite une maison de retraite. La structure accueille une 60aine de personnes âgées, mais le personnel s'inquiète d'un manque de moyens. Il serait souhaitable que nous puissions bénéficier d'un soignant par résident, exactement comme dans le milieu du handicap, où cet accompagnement personnalisé est bien plus développé. La ministre promet aux aides-soignantes qui la questionnent que 5000 emplois vont être créés dans le secteur. Elle annonce aussi une loi pour la fin de l'année. C'est une loi très ambitieuse qui couvre tout le champ de l'avancée en âge avec 3 volets. Anticipation et prévention. Deuxièmement, adaptation de la société au vieillissement. Et troisièmement, accompagnement de la perte d'autonomie.
La visite se poursuit à Noyant-sur-Sarthe. Ce foyer logement, géré par une association, a été créé au départ pour les personnes à faible revenu. Ici, les occupants ont leur propre logement, mais sont encadrés. On est en sécurité parce qu'on sait qu'il y a un accompagnement du personnel compétent. Et puis, s'il y a un souci, elle est tout de suite encadrée par quelqu'un. Chaque mois, la mère de cette femme paye 800 € tout compris, un tarif raisonnable, mais les listes d'attente sont longues. Alors l'objectif est aussi de maintenir les personnes âgées à domicile. Les solutions on en a deux, si vous voulez. Première, c'est d'abord de développer les services, à la fois les services à la personne, les services infirmiers, les services de soins. Et deuxièmement, on a aussi à développer, à écouter leur parcours et leurs besoins pour adapter des nouvelles structures. La Sarthe compte au total 7000 places d'accueil dans des structures pour personnes âgées. Et puis en marge de cette visite, Stéphane Le Foll s'est exprimé sur la situation de Candia au Lude. Une rencontre avait lieu hier soir à Paris entre la direction du groupe Sodial, maison mère de la marque Candia, et les représentants du personnel. Le ministre de l'Agriculture était présent à cette table ronde. Il a rappelé sa volonté de protéger l'outil industriel de l'usine du Lude. On l'écoute. La décision qui a été prise, c'est de coordonner les deux sites, d'avoir le même agenda, d'avoir la volonté de travailler sur le reclassement et sur la question de la réindustrialisation. Parce qu'hier soir a été réaffirmé, malgré la pression qui a été exercée par le président de Sodial et les représentants de Candia qui étaient là, le fait qu'ils ne reviendraient pas sur cette restructuration compte tenu du fait qu'aujourd'hui Candia perd énormément d'argent. Mais tout a été remis sur la table avec les représentants syndicaux qui étaient là. Donc cette discussion a été difficile, mais elle a abouti à un calendrier qui va être proposé par les préfets, une réorganisation de la négociation et des objectifs qui sont à nouveau précisés. Et puis c'est mardi que le tribunal de grande instance de Paris rendra sa décision dans le conflit qui oppose la direction de Candia aux élus du comité d'entreprise et aux syndicalistes. La CFDT reproche à la direction la fermeture de 3 sites Candia, dont celui du Lude, mais aussi l'absence d'études pour maintenir une activité. Le plan de sauvegarde de l'emploi est lui aussi contesté sur des vices de procédure. Le principal suspect du meurtre de Vouvray-sur-Loire a été présenté en fin de journée, je crois, au parquet. Erwan, un SDF de 21 ans, a été entendu 48 heures par les gendarmes de la Flèche. Sa garde à vue s'est terminée aujourd'hui à 16 h. Il est présenté en ce moment même au parquet du Mans. Erwan est soupçonné d'avoir porté des coups mortels à Serge Roussel. La victime, âgée de 68 ans, a été retrouvée morte lundi dans la dépendance de sa maison à Vouvray. L'autopsie pratiquée hier a révélé que son décès était dû à des coups portés à la tête avec un objet contondant de la maison. Dans une semaine, la miroiterie Mancel fermera ses portes pour rejoindre Vitres et Verres à Mulsanne. Une information qui pourrait presque paraître anecdotique si le président de Vitres et Verres n'était autre qu'un arbitre international de foot. Saïd Ndjimi, Limoujo d'origine, aime le vert. Il a pourtant suscité la méfiance des salariés lorsqu'il a racheté leur entreprise l'année dernière. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme porte un œil aussi aiguisé sur les affaires que sur le football. Saïd Ndjimi, 39 ans, 2 facettes, l'homme de chiffres et l'homme de terrain. L'année dernière, entre 2 matchs de Ligue 1, il rachète Alta Bâtiment. L'entreprise est en redressement judiciaire. Face à lui, son actuel directeur, Sylvain Roland. Dans un premier temps, comme beaucoup, on peut être choqué de voir une personne dans une autre activité telle que l'arbitrage venir s'intéresser à une activité du bâtiment. J'ai vite appris que M. Ndjimi était aussi dans une activité comptable, expert comptable, et nous avons très vite échangé à la suite de la reprise et nous avons trouvé tout à fait des intérêts tout à fait croisés. Saïd Ndjimi investit 200 000 € et reprend 30 salariés sur 43. Dans une semaine, la miroiterie Mancel, l'autre entité de Vitres et Verres, rejoindra la zone d'activité du Cormier à Mulsanne. Une mesure d'économie qu'il a prise, assure-t-il, avec sérénité. La sérénité, une qualité qu'il a acquise sur le terrain. La difficulté du foot aujourd'hui de haut niveau, c'est la pression terrible qui pèse sur les épaules de tous les acteurs. Donc cette pression, quand vous arrivez à la maîtriser, à la gérer, je pense qu'elle est transposable ensuite dans le monde de l'entreprise, quand vous avez un problème avec un salarié, quand vous avez un problème avec un client. Donc cette activité d'arbitrage m'a évidemment permis de maîtriser un petit peu plus mes émotions et d'être un petit peu plus calme, même face à l'adversité ou à la difficulté. Saïd Ndjimi aurait pu se contenter de ces 6 000 € mensuels gagnés en tant qu'arbitre.
Mais depuis ses débuts à 17 ans, cet expert comptable originaire de Limoges a toujours voulu mener son travail et sa passion de front. J'ai des collègues à moi qui conservent aussi leur activité professionnelle. Je dirais que c'est les collègues d'une génération un petit peu plus ancienne, celle dont je fais partie, où le professionnalisme n'était pas aussi exacerbé qu'on le connaît aujourd'hui. L'objectif de Saïd Njimi, faire progresser le chiffre d'affaires de Vitrever, actuellement de 3 millions d'euros. Il pourrait à terme quitter son cabinet limougeaud pour s'installer en Sarthe pour de bon. Sport à présent, c'était la 15e édition des Foulées Bleues au Bugatti ce matin. Une manifestation organisée sur le circuit du même nom au Mans. Plus de 300 coureurs réunis dans un seul et même but, promouvoir la lutte contre le cancer. Camille Bazin et Pauline Boyer-le-Dieu. Gendarmes, mais également pompiers, policiers ou encore gardes républicains, tous ont laissé tomber l'uniforme pour revêtir short et basket. Une course de 10 km remportée par Loïc Fleury en un temps record, moins de 30 minutes. C'était sympathique de courir sur ce circuit, c'est la première fois que je courais dessus. Je suis satisfait de moi, j'étais venu pour gagner la course. Mais tous ne couraient pas pour la victoire. Pour Dominique Chauvelier, quadruple champion de France de marathon, cette course a pris des airs de promenade de santé. Bon, moi j'ai l'habitude, je banalise un petit peu tout ça. Mon rôle c'est d'être un peu d'être le coach, de conseiller aux gens, relâchez-vous, il y a du vent, abritez-vous derrière moi. Mon rôle était un rôle de coach. Tout le long de la course, ils étaient plusieurs meneurs d'allure à porter des drapeaux affichant un temps de course afin d'aider les autres coureurs à se réguler. Car les Foulées Bleues du Bugatti, c'est avant tout un moment de partage pour ces gardiens de la paix. Le message de cette course, c'est gendarmerie, une force humaine. Même dans l'effort, même dans la difficulté, la gendarmerie est une force humaine puisqu'on y met des meneurs d'allure, certains de free run, d'autres de la gendarmerie. C'est plaisir, partage et puis surtout courir pour une noble cause. Cette course est également l'occasion d'envoyer un message de soutien aux malades atteints du cancer grâce à l'association de la clinique Victor Hugo. C'était pour moi ce jour-là montrer que même si on est malade, même si on a eu une maladie, la vie est encore là et on peut en profiter. Dans une dizaine de jours, la piste du circuit Bugatti verra arriver d'autres coureurs avec des performances à plus de 200 km/h. En bref, le match de basket à la mémoire de Thierry Rupert, prévu le 21 juin à Antares, est annulé. Décision prise aujourd'hui par les organisateurs. Un certain nombre de joueurs et artistes prévus ne pouvant assurer le rendez-vous. Par ailleurs, les ventes n'étant pas suffisantes pour assurer l'équilibre financier de la manifestation, le match pourrait être reporté à une date ultérieure. Il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité et des images exclusives. Exclusives faites par Maxime Renaud. Cédric Le Breton, bonsoir. Vous êtes chargé de communication à l'Arche de la Nature. L'Arche de la Nature qui complète son offre avec une maison de la forêt. Elle sera inaugurée samedi. Quel est le but global tout d'abord de cette maison de la forêt ? C'est-à-dire que ça complète vraiment, ça clôture même les trois thèmes qu'on a développés dès le départ, dès 1998, lorsque l'Arche de la Nature a lancé ses activités. Donc il y avait l'eau, avec la maison de l'eau, le bocage avec la maison de la prairie, avec la ferme, le jardin, que l'on connaît bien, et il y avait la forêt. Il manquait une structure pour accueillir justement la thématique forêt, et là on a vraiment un bâtiment qui est totalement dédié à la forêt locale et à travers aussi bien le vivant, les animaux, le végétal, qu'à travers des jeux sensoriels. Alors là, on voit l'architecture. Comment vous l'avez voulu ce bâtiment tout d'abord ? C'est un bâtiment en bois, une charpente en bois. On voit la forme voûtée, un bâtiment basse consommation, donc qui n'est chauffé que par le système double flux. Donc c'est l'air qui rentre, qui est réchauffé. Et on a vraiment un aperçu magnifique, donc c'est très très haut en volume. C'est pour ça qu'on a choisi aussi d'avoir deux arbres assez grands pour remplir ce volume. Alors on va y revenir. Voilà. On voit que la maison se fond bien dans le paysage. Oui, tout à fait. On est vraiment, pour ceux qui connaissent, c'est sur le bord de la route qui mène du Mans à Changé. Donc on est vraiment dans ces 300 hectares de forêt et elle est entourée par les arbres. On peut très rapidement sortir justement de la maison de la forêt et aller se promener en forêt. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce lieu. Alors, il y a deux éléments vraiment marquants, deux arbres, un châtaignier et un chêne de 5 et 4 mètres de haut.
Plus vrai que nature, comment vous avez fait pour les recréer, ces arbres? Ils sont artificiels, hein? Alors oui, ils sont totalement artificiels, c'est de la résine. Alors c'est pas nous qui avons créé ces arbres, hein, c'est une société... Un décorateur voilà, qui se trouve à côté de Prélude, qui se trouve à côté de Dijon, qui fait des décors de théâtre, de cinéma, et qui a vraiment fait très attention, parce que là c'était un travail minutieux. Vous avez moulé un vrai... Voilà, ils ont moulé tout à fait les écorces des châtaigniers, un châtaignier et d'un chêne, et en respectant même les couleurs, enfin les reflets, et c'est vraiment... on se fait avoir à chaque fois, c'est assez stupéfiant de la qualité de ce travail. Alors on continue avec les animaux, il y a beaucoup d'animaux dans cette maison de la forêt, des animaux empaillés. Combien on en compte exactement? On parle d'animaux naturalisés. Empaillés, d'une part, c'est un travail. Avant, on mettait de la paille, mais maintenant, on met de la mousse. C'est tout un travail, même artistique. Hein. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant parce qu'on perd le côté un peu vieillerie. Hein. On recrée des scènes vraiment naturalistes. Aussi bien autour, par exemple, de scènes avec le sanglier, la laie avec ses marcassins, les renardeaux, les renardeaux, avec le renard, et on a une mare aussi, alors on voit le chevreuil, la chevrette. Hein. Donc il y a une quarantaine d'animaux en tout qui ont été constitués dans leur milieu naturel. Alors cette maison de la forêt s'adresse à qui? Aux enfants, aux adultes, et même à certains connaisseurs? Oui, parce qu'on voit l'intérêt, notamment sur le travail justement de naturalisation des animaux, de professionnels qui viennent voir un petit peu, même les arbres en résine, le travail de représentation qui est parfait, il attire beaucoup de personnes du milieu. Maintenant, c'est sûr que on s'adresse avant tout à un public très large, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce que bien souvent les enfants savent autant, voire plus que les adultes, hein, parce qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent à l'Arche de la Nature et qui connaissent bien les petites bêtes de l'Arche de la Nature, les fourmis. C'est d'ailleurs assez accessible, hein. Les tarifs c'est 3 €, hein, c'est ça? Oui. Si on veut plus d'informations, on va sur le site www.arche-nature.org où on appelle au 02 43 50 38 45. Voilà. Merci Cédric Le Breton. Merci à vous. Eh ben, on va s'y précipiter évidemment. Merci Florent Clavel pour cette info. Dans un instant, on se retrouve pour l'actu vue par les entrepreneurs et on parle contrat de génération et emploi d'avenir. Voilà, à tout de suite.